Eh bien, sans plus tarder, restez sur le live, bien évidemment, puisque les lives vont continuer jusqu'à 16h30. Aujourd'hui, on est ensemble avec Gléna pour couvrir tout le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et je suis absolument ravie, puisque on va passer à un de mes coups de cœur cette année en termes de lecture pour ce Festival de la BD, puisqu'on reçoit Sixtine Dano. Coucou! Bonjour à toi. Est-ce que vous voulez récupérer le micro? Je peux très bien le planquer. Voilà. Très bien. Je suis trop ravie de te recevoir. Je pense que tout le monde t'attendait de pied ferme parce que vraiment, Sibylline, ça a été un de mes coups de cœur de cette année. J'ai adoré et j'avais très hâte de te rencontrer. De même. J'ai préparé cette émission avec beaucoup de ferveur et je me sentais très... genre, ça a pris direct. Donc j'ai vraiment 1000 questions à te poser. Ça va être trop bien. Et j'en profite pour te remercier d'en avoir parlé déjà dans quelques lives avant parce que j'ai eu plusieurs personnes en dédicace qui m'ont dit qu'ils étaient venus. C'est vrai? Après t'avoir. Mais c'est fou parce qu'en plus de ça, je me rappelle avoir été quand même assez modérée parce que tu sais, avant qu'on fasse l'interview, en général, je préfère être plutôt discrète. Et là, tu as déjà reçu des gens. J'ai vu qu'il y a... Oui, j'étais blindée hier. Ouais, mais c'est trop bien. Mais il y a même quelqu'un qui suit mes lives qui a dit que c'était ta première dédicace carrément. Oui, tout ma court. première dédicace était venue après ton live. Ouais. Mais c'est fou. Ah voilà, tu vois, je l'ai acheté hier. Trop envie de lire quand on a parlé. Bon bah c'est pour ça qu'on fait les lives avec Gléna. Je pense que Gléna a tout compris pour ce genre de choses. Je pense que Twitch c'est un médium super pour parler de ça ensemble. Donc ça me fait trop plaisir. Sixtine, du coup, on est toutes les deux pendant une bonne demi-heure pour parler de ton œuvre. Sibylline et vous aviez Brume à gagner précédemment et cette fois-ci avec point d'exclamation Sixtine, du coup Sixtine. Vous pouvez gagner la bande dessinée Sibylline, du coup aujourd'hui. Voilà, on va essayer de les dédicacer comme d'habitude, mais comme on n'est pas sûr, on préfère ne pas trop le préciser. Mais en général, si on arrive à les avoir dédicacés, c'est très chouette. Comment ça se passe le festival pour toi jusque-là? Parce que c'est ta première BD, le festival d'Angoulême, c'est ton premier? Oui, alors j'étais jamais venue. J'avoue que je suis très nouvelle dans le milieu de la BD parce que moi je viens du milieu de l'animation. C'était au Gobelin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi je connais le festival d'Annecy que je fais tous les ans. Du coup, j'ai pas de souvenirs ici, mais je suis super. Je suis vraiment ravie de me créer mes premiers souvenirs en tant qu'autrice, quoi. C'est une super opportunité. Et t'es arrivée quand là? Je suis arrivée hier et depuis, j'avoue, j'ai pas eu le temps de voir beaucoup de choses parce que j'ai fait 3 heures de dédicace et des rendez-vous pro. Donc, Mais le temps passe en un éclair au festival d'Angoulême. Genre parfois, l'année dernière, je me rappelle, j'avais des grosses journées. Je me disais, ah, ça va être une grosse journée. Et puis, il est 18h30 et tu te dis, ah, ok, d'accord, il y a toujours plein de choses à faire. Hein. Beaucoup de monde en plus. Tu vas pouvoir nous parler de ta toute première bande dessinée, Sibylline. Sibylline, de quoi ça parle? Eh bien alors Sibylline, c'est l'histoire d'une jeune fille, une étudiante qui monte à Paris pour ses études d'architecture. Elle a 19 ans et en fait, au fur et à mesure de son année scolaire, elle va se questionner un peu sur son rapport à son corps, à sa féminité, à l'argent, à l'émancipation. Et elle va grandir devant nos yeux et en fait, elle va expérimenter le sexe tarifé. Elle va devenir escort girl plusieurs nuits avec plusieurs hommes. Et on va suivre un peu tout ce cheminement avec elle et aussi une de ses amies qui va la rejoindre dans l'aventure. Tu l'as dit, toi, la bande dessinée, c'est de base pas ton milieu, donc c'est ta toute première bande dessinée. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Comment ça s'est fait? Eh ben, en fait, j'avais ce scénario dans les tiroirs depuis 8 ans. Pendant mes études, j'ai commencé à écrire sur le sujet parce que c'est un sujet qui m'avait beaucoup questionnée. En 2014, il y a eu beaucoup de sites de Sugar Baby qui sont arrivés en ligne. Et, le Sugar Baby, c'est ce système d'escort girl. Donc, tu vas chercher des Sugar Daddy pour... C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est vendu de façon très glamour comme étant des sites qui mettent en relation des jeunes femmes attrayantes, célibataires, qui cherchent à élever leur statut et à trouver une indépendance financière. Indépendance entre guillemets, en trouvant des sugar daddy, des sortes de précepteurs qui vont l'inviter dans leur monde, dans leur carrière et en leur offrant des cadeaux. Sauf que dans la réalité, c'est vraiment des sites facilitateurs de prostitution et c'est rare qu'il y ait des hommes vraiment riches qui entretiennent des jeunes femmes et c'est rare que les rendez-vous soient suivis. En fait, toutes les expériences sont uniques, mais c'est des sites qui sont arrivés avec beaucoup de tapage médiatique
dans les années vers 2014. Il y a eu notamment, par exemple, une polémique autour d'un camion publicitaire avec une énorme affiche avec écrit dessus quelque chose comme vous êtes étudiante, fauchée, trouvez un sugar daddy. Questionnable, oui. Voilà. Et ce camion a tourné autour de la Sorbonne, dans le 5e, à Paris, et aussi à Bruxelles, vers l'université, avec notamment après une poursuite en justice du propriétaire du site qui a été condamné avec de la prison en sursis. Mais non. Et des amendes de 100 000 quelque chose euros. En France, on n'a pas réussi à le poursuivre, mais par contre, en France, il y a eu une plainte de Agir contre le proxénétisme, à l'époque contre un site de Sugar Baby aussi, qui n'a pas non plus... ils n'ont pas gagné, parce qu'en fait, c'est des sites qui sont très compliqués à prendre au piège, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. J'imagine qu'en plus, il doit y avoir une grosse zone grise avec tout ça. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un sujet qui m'a vraiment intéressée, notamment par ce tapage médiatique, mais aussi parce que en fait, c'est un sujet qui cristallise énormément des questionnements que je pense toutes les femmes peuvent avoir, même les femmes qui n'ont jamais été escortes et qui ne l'envisagent pas, mais parce que c'est des sujets qui touchent énormément la femme dans son corps. Ça dessine un peu les contours de la féminité, du rapport aux hommes, du regard des hommes sur soi. Et comme on vit dans une société où la question principale qu'on pose aux femmes, c'est est-ce que tu es séduisante pour les hommes, c'est un sujet qui apporte en fait une réponse quantitative, tarifaire à cette question, et c'est pour ça que c'est fascinant à explorer. Donc c'est pour ça que tu as choisi de traiter ce thème, mais comment ça s'est fait que tu t'es dit, bon alors le support bande dessinée est ma toute première bande dessinée? Oui, en fait, moi je viens de l'animation et en fait, l'histoire que j'avais commencé à écrire, je voyais bien qu'elle était très longue et que si elle devait être adaptée en film, par exemple, ce serait un long métrage. Et quand on est une petite étudiante qui ne connaît pas encore le milieu vraiment professionnel de l'anime, c'est difficile de se projeter là. Et puis même après avoir fait plusieurs années dans le milieu de l'animation, je me suis rendu compte que passer directement sur un support film, long métrage, ça aurait demandé énormément de concessions, des années de financement. Et en plus, c'est un sujet qui est très polémique et adulte. Ça aurait été très ambitieux. Et au final, je me suis dit que la BD, et au final j'ai eu raison, c'est un des supports qui apporte le plus de liberté. Vraiment, j'ai eu rien à changer. Vraiment, j'ai eu liberté complète sur l'album. Ouais, t'as raison, parce qu'en fait, la bande dessinée, c'est vrai que c'est un moyen de mettre en scène, c'est presque comme du cinéma. En fait, c'est des planches de storyboard de cinéma, finalement. Oui, en fait, il y a beaucoup de compétences qui sont similaires, donc ça n'a pas été super difficile de faire le passage de l'un à l'autre. C'est un récit qui est basé sur des témoignages réels. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, notamment sur comment tu as recueilli l'information, quel temps ça t'a pris, comment tu as fait? En fait, c'est des rencontres que j'ai eues sur les 8 ans d'écriture de la BD. Au début, c'est des rencontres vraiment hasardeuses dans ma vie, quand je ne pensais pas vraiment en faire un projet. Et après, quand j'ai commencé à discuter avec des maisons d'édition, là, je me suis dit... Il faut que je me sente légitime à parler de ce sujet qui est vraiment très complexe, avec plein de parcours très uniques. Et du coup, c'est très compliqué d'en faire une histoire un peu universelle. Et du coup, j'ai décidé à ce moment-là de m'activer pour rencontrer encore plus de jeunes femmes et de jeunes hommes. Et du coup, en fait, j'ai essayé de passer par les sites de petites annonces, les sites d'escorte. Et là, c'est assez compliqué parce que les femmes ont peur. Déjà, souvent, c'est pas elles qui tiennent leur compte. Ça peut être des hommes derrière ou des réseaux. Donc, c'est rare d'avoir des réponses. Ou alors, elles veulent être payées pour en parler. Et du coup, en fait, ce que j'ai dû faire, c'est, même quand j'étais honnête en tant que, je suis autrice et j'aimerais bien discuter, même pour ça, c'était compliqué. Du coup, au final, j'en ai parlé autour de moi. Et en fait, très, très, très souvent, on me disait « Ah, mais ça me fait penser à quelqu'un pendant mes études, dans ma classe. » Et en fait, toutes les rencontres que j'ai faites, c'était via des amis d'amis. Bon, ça, c'est bien, parce que c'est vrai que tu as dû être un petit peu bloquée au début. Est-ce que tu t'es dit, oula, je suis peut-être face à un mur avec tous ces refus? C'est vrai que c'est normal, en fait. Elle se protège, elle se demande, mais comment ça va être raconté? Et puis, il y a aussi cette notion, j'imagine, de confidentialité. D'ailleurs, Sibylline, c'est le nom de ta BD, mais en fait, le personnage qu'on suit s'appelle Raphaël. Donc, c'est vraiment son nom de scène, son nom d'escorte, finalement. Donc, j'imagine qu'au début, tu as dû te dire, oula, peut-être que je vais pas pouvoir travailler comme je l'entendais. Eh oui, en fait, je me suis dit, je ne peux pas de toute manière sortir une BD sans avoir vraiment étudié à fond le sujet. J'avais vu beaucoup de documentaires, lu énormément de livres, mais je ne pouvais pas me permettre de parler de ce sujet sans être très proche de personnes concernées.
Et Ah oui. au final, j'ai eu la chance de le faire, de rencontrer. Et j'ai aussi rencontré un client, un sugar daddy. C'était très intéressant. Oui, tu l'as dit à la fin que tu as rencontré carrément un client. Lui, pareil, comment tu as réussi à le retrouver Et ben pareil, des amis d'amis. Et il y a des gens qui n'ont absolument qui ont absolument pas de honte à parler de ces sujets-là. Et pour lui, il avait une vision très. C'est un peu la vision qui est exprimée à la fin à travers une des scènes finales où elle rencontre un client et qui discute dans un restaurant. Et c'est un peu son point de vue. C'était c'est un service qu'on paye comme on pourrait payer n'importe quel service via une app et très décomplexé. Donc là, pour le coup, il n'y avait pas de souci pour en parler. Donc dans Sibylline, tu explores tous ces mécanismes qui amènent ces jeunes femmes à se lancer dans la prostitution. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment ça peut commencer? Comment ça arrive? Eh ben, alors déjà, l'argent, forcément, c'est un des premiers facteurs. Il suffit de voir comment la précarité étudiante a augmenté ces dernières années. Depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir, on a eu plus 28% du coût de la vie. Donc forcément, ça pousse des étudiants à trouver des solutions. En plus, les étudiantes par rapport aux étudiants, elles, ont un coût de la vie 186 fois plus de pourcents supérieur au coût de la vie des étudiants. C'est vrai? Oui, c'est énorme. Ça représente 800 € par an. Mais c'est fou. Ça vient du dernier rapport de l'UNEF, qui est un c'est des lié à syndicats quoi? étudiants. Et ben, c'est lié Au-delà des protections hygiéniques. Voilà, il y a les produits hygiéniques menstruels. Il y a la taxe rose. Donc, par exemple, quand on vend des rasoirs pour les femmes plus chers que des rasoirs pour les hommes, parce qu'on a mis un paquet rose. Ou alors, en fait, la charge esthétique. Donc, mais oui, mais évidemment. Qui va être les vêtements, l'épilation, le maquillage, qui n'est pas vraiment obligatoire, mais qui est au final imposé par la société, la culture, pour être une femme qui vit correctement et qui ne se fait pas harceler, quoi. Oui, non, mais bien évidemment, c'est vrai que on va te dire, oui, c'est quand même pas obligé de s'épiler. Enfin, quand tu t'épiles pas, tu as des sacrées réflexions. Donc, oui, tout ça, c'est une histoire de construction sociale, bien évidemment. Donc, c'est très intéressant ces chiffres. Il y a du coup cette précarité étudiante qui est grandissante, et il y a aussi, et c'est en ça que c'est intéressant pour moi je trouve ce sujet, c'est que c'est un sujet qui cristallise énormément les rapports de domination entre classes et entre genres, et qui apporte une sorte de question, une sorte de réponse à cette question dont je te parlais sur la séduction, sur... c'est Virginie Despentes qui disait quelque chose comme toute la société nous demande d'être belle, et en fait quand on a cette solution qui est d'être payé parce qu'on est belle, parce qu'on est désirable, et ben en fait on nous juge, et alors que c'est censé être la réponse ultime. Regardez, on me paye pour être ce que toute la société demande à ce que je sois, quoi. Mais comme ces fameux, c'est les personnes qui vont dire tu te sexualises, certains hommes qui vont se dire non mais cette personne se sexualise, alors qu'en fait tout nous sexualise dans la société, des pubs, en passant par les films, en passant par d'autres médias, et quand elles se sexualisent elles-mêmes, là on va leur jeter la pierre. Tu penses que c'est un petit peu ce qui se passe dans Sibylline? Oui, je pense qu'il y a de ça, ouais. Puis il y a aussi il y a aussi un autre facteur qui est super intéressant à prendre en compte, que j'ai un peu développé dans la BD, mais qui m'a été beaucoup relaté dans les témoignages que j'ai pu avoir. Et c'est ce besoin de reprendre le contrôle en fait sur cette sexualisation qui est souvent imposée par le regard patriarcal. Et souvent, il y a aussi des femmes qui ont vécu des traumatismes, des agressions sexuelles ou sexistes, et qui vont trouver dans le travail du sexe une sorte de contractualisation avec la tarification, avec une sorte de contrôle où on choisit où est-ce qu'on donne les rendez-vous, on choisit les prix, on choisit les pratiques, on les note sur un papier, on les met dans l'annonce. Enfin, il y a quelque chose de l'aspect qui donne une illusion de contrôle et qui va aider certaines femmes à se dire c'est comme ça que je veux reprendre ma sexualité en main. Et on m'a trop souvent utilisé. Parfois, on a pris mon corps sans me le demander. Et ben maintenant, en fait, les gens vont payer, et littéralement. C'est vrai qu'elle se le réapproprie en général, elle se réapproprie ce regard des hommes souvent, et aussi le regard de la société. Et d'ailleurs, il y a des planches qui m'ont un petit peu marquée, notamment les pages 133 et 134. En fait, Raphaël, quand elle est Sibylline, je rappelle que c'est son nom d'escorte, Sibylline justement, elle aime garder le contrôle sur ses clients, elle se met même dans une position de psychologue ou de psychiatre. Elle écoute les
les hommes sur un fauteuil. Voilà, on la voit juste ici. Hop, elle les fait s'allonger sur un sofa, mais tout ça, c'est une image, ça ne se passe pas réellement. Et elle est en tant que médecin presque, ou en tout cas psychologue. Et elle écoute leurs réflexions, elle écoute leurs doléances. Elle se met dans une position un petit peu supérieure à eux, finalement, puisque eux sont livrés à eux-mêmes. Est-ce que c'est, selon toi, un moyen de garder le pouvoir malgré cette situation ? Alors oui, en fait, toute cette séquence, elle est assez intéressante parce que c'est le seul moment dans la BD où, en fait, Raphaël prend la parole et casse le quatrième mur, et en fait elle va regarder la caméra et elle va parler à la caméra, enfin au lecteur et aux lectrices, et elle va décrire un peu comment elle vit en tant qu'escorte. Et c'est un peu une sorte de métaphore du pouvoir qu'elle a l'impression d'avoir, une sorte d'illusion du contrôle, une sorte de fantasme en fait qu'elle a de cette pratique, et où elle va rencontrer ces hommes. Et c'est aussi une astuce visuelle de mise en scène que j'ai trouvée pour éviter de s'épancher sur des rendez-vous où on la verrait nue en train de coucher avec des hommes. Et donc j'ai trouvé cette astuce pour pendant toute la séquence, c'est tous ces rendez-vous, mais qui sont elle est habillée et elle parle avec eux. Enfin c'est plutôt eux qui parlent avec elle. Et notamment il y a cette métaphore du divan du psychanalyste, mais qui est intéressante, mais au final on voit bien, et on voit bien à travers un autre rendez-vous qu'elle a dans la BD plus loin, qu'elle a l'impression de se positionner comme une psy pour eux, mais qu'en fait, à 19 ans, face à des hommes plus âgés, en fait, on ne peut pas faire une psychanalyse. On n'est pas là pour discuter avec eux et pour les aider. Et c'est amusant de voir comment certains hommes sont tellement coupés de leurs émotions, et qu'ils n'arrivent tellement pas à être honnêtes, à avoir des confidents dans leur vie de tous les jours, qu'ils sont obligés de payer une prostituée, une travailleuse du sexe pour discuter avec elle de ça, alors que c'est pas vraiment le lieu pour, quoi. Oui, bien évidemment, et c'est très intelligent de ta part de justement pour... Tu te dis, ok, bon, évidemment, elle est escort girl, on s'imagine bien ce qui se passe quand elle a les rendez-vous avec les hommes. Mais comment je peux faire pour juste pas montrer case après case plein d'hommes ? C'était une super idée de la mettre comme ça en position de psychiatre. Tu sais très bien ce qui se passe en pratique, mais c'est beau de se dire elle essaie d'avoir du recul sur la situation, puis elle essaie de se dire aussi, moi je contrôle tout et la situation elle est entre mes mains, il n'y a pas de problème, quoi. D'ailleurs, oui, le rapport au corps, il est très important, hein, d'ailleurs, dans cette bande dessinée. On parle vraiment de la pression qui est faite aux femmes, ne serait-ce qu'avec des micro-agressions. Tu sais, ta mère dans la cabine d'essayage qui te dit « Ah, mais t'inquiète, faut prendre la taille au-dessus, hein, tu vas pas rester dans du 34 indéfiniment. » Ou aussi, on voit que Raphaël développe des TCA au fur et à mesure des pages, peut-être même qu'elle les avait précédemment, bien sûr. Donc c'est quand même des sujets qui sont importants et qui sont abordés dans ce récit. J'aimerais maintenant, on l'a vu un peu là à travers ces planches, qu'on parle de ton style graphique. Tu dessines à l'encre, tu dessines au fusain. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de douceur à travers de ces planches. Il y a même quelques cases qui semblent mélanger un dessin très abouti et un croquis. Par exemple, hop, j'ai ça, page 22. Est-ce que tu peux nous expliquer, pendant que je trouve ça, comment tu travailles ? Alors, j'ai fait tout le storyboard de la BD sur iPad, sur Procreate, qui est une appli de dessin. Comme ça, je pouvais aller vite. J'ai pu bouger les cases, refaire les dessins sans souci. Et pour les pages finales, c'est un mélange d'encre de Chine et de fusain, qui sont les mêmes outils qu'utilise Manuel Fior dans L'Entrevue, qui est une BD sur laquelle j'ai vraiment flashé. Et c'est quand je l'ai lu que je me suis dit « Ah, c'est bon, j'arrive à visualiser ma BD maintenant. Le scénario que j'ai écrit, maintenant, j'arrive à voir comment il pourrait prendre forme. » Et alors oui, par exemple, les pages que tu présentes là, en fait, quand je montre des écrans de téléphone, d'ordinateur, je me suis dit que j'allais essayer de les présenter un peu différemment. Et du coup, c'est juste de l'encre de Chine diluée. Voilà, comme ça, elle n'est pas pure, on n'a pas de noir et les écrans paraissent plus lumineux. C'est magnifique, vraiment. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a vraiment des pages qui sont extrêmement réussies. Je pense à la page de la boule disco, là. Et c'est sublime, elle est juste là. Hop. Merci, c'est gentil. Mais regardez-moi ça. Bon, ça, on adore. Hein. C'est très dans notre énergie. Elle est d'ailleurs dans le trailer, on l'a animée. Fantastique, on va en parler justement de ce trailer ensuite. Je rappelle que vous pouvez gagner un exemplaire de cette bande dessinée en faisant !16 dans le chat. C'est vraiment sublime, bravo, j'en reviens pas. En plus, c'est ta première bande dessinée. C'est quand même des codes à prendre en main.
je trouve, la BD, tu vois, qui est quand même différent d'autres médiums sur lesquels tu avais plutôt l'habitude de travailler. Tu as réussi à t'adapter assez facilement. Peut-être que tu as beaucoup lu, non? Oui, en fait, j'ai passé beaucoup d'heures à la bibliothèque et dans les librairies pour essayer de voir un peu tout ce qui se faisait en BD, en termes de découpage, en termes de comment on fait les bulles, les cases, les cadrages et tout. Mais au final, c'était pas ça le plus difficile. Je pense que le plus difficile, c'était de trouver un style cohérent, toute une direction artistique pour représenter les personnages, les décors et les différents moments de la BD. Parce que moi, je suis animatrice 2D à la base, donc en fait, j'ai été formée à adapter mon style à un peu tout type de direction artistique et à tout type de personnages, donc que ce soit du cartoon ou du réaliste. Et là, j'ai dû me fixer sur un style qui allait être le mien tout au long de cette BD et des réponses graphiques à plein de questionnements. Et ce travail sur la lumière aussi, c'est fascinant. Tu peux nous en dire plus? Eh ben, c'est du fusain. Je viens travailler les ombres, les lumières avec parfois je reviens à la gomme dessus, ou alors parfois je mets du scotch et je passe du fusain par-dessus et après j'enlève le scotch. Quand il y a des démarcations blanches très nettes, c'est cette technique qui a été utilisée. Alors ça met un temps fou à découper les petits bouts de scotch avec un petit couteau de couture, mais ça fait son effet. C'est vraiment un travail de fou. Il y a aussi des passages où il n'y a pas d'encre de Chine et où c'est vraiment que du fusain. Et on a dans ces scènes-là c'est un effet beaucoup plus éthéré, lumineux et qui a son sens quand on lit la BD. Ouais, ça c'est vraiment chouette. Je trouvais que je réalisais à peine que c'était ta première BD, tant tu avais déjà pris, je trouve, la main sur les codes de ce médium-là. Donc vraiment, bravo. Merci. C'est du coup une BD qui est finalement, on a commencé à en parler, elle est très politique. Elle explore les rapports du pouvoir entre les femmes et les hommes, mais aussi entre la société et les femmes. Bon, en même temps, marquée par le patriarcat, donc des hommes. Tu y abordes également d'autres sujets aussi, un peu en filigrane, qui ponctuent tout le récit. Je pense à l'éco-anxiété, la difficulté pour les jeunes à trouver du travail. Tu as commencé à le dire, il y a 30% des jeunes diplômés qui cherchent un emploi un an après encore avoir terminé les études. En plus de ça, toi, personnellement, dans ta vie, Sixtine, tu es très engagée et militante. Est-ce que la BD, c'est un bon moyen aussi de montrer son engagement? Oui, carrément. Donc oui, comme tu as bien fait tes recherches, je suis encore activiste climat auprès de différentes organisations. Et en fait, la BD, avant cette BD, j'avoue, j'ai quand même fait une toute petite BD en ligne sur le site de Matin Quel Journal, sur l'Instagram. Oui, Matin Quel Journal. Je suis Matin Quel Journal depuis super longtemps. Voilà. Il faut que vous suiviez ce compte Instagram. En fait, c'est tous les matins, il y a une petite bande dessinée et souvent, elles sont par thème. Ok, donc du coup, j'avais pas fait le lien, mais je suppose que je l'ai lu quand même. Oui, c'était une petite série avec 11 épisodes et qui racontait en fait mon activisme climat et pourquoi je suis en procès. Parce que je suis en procès pour avoir envahi avec 300 acolytes le tarmac de l'aéroport de Roissy. Ah, tu étais là, ok. Voilà, c'est ça. Et donc on est en procès, on a gagné le premier procès, mais ils ont fait appel. Donc là, on attend la date de l'appel. Et en fait, j'avais raconté cette histoire-là donc dans 11 petits épisodes de 10 slides sur Matin Quel Journal, qui est en fait la page d'Argo, la maison d'édition de BD. Et c'était la première fois que j'en faisais et je me suis dit c'est intéressant, en plus je peux parler de sujets assez engagés, j'ai pas besoin de me censurer et le milieu a l'air assez ouvert à ces sujets-là. Et en fait c'est via l'éditrice qui s'occupe de cette page que j'ai pu commencer à faire lire mon scénario à des gens professionnels, à des professionnels du milieu et où j'ai pu avoir des vrais retours constructifs sur le scénario et j'ai pu le retravailler ensuite. Donc tu penses que tu peux toucher une cible et peut-être l'ouvrir à ces sujets-là? Tu sais, quand en filigrane, tu places un peu d'éco-anxiété et puis un peu de troubles alimentaires et puis le jugement, le regard de la société sur les femmes, etc. Tu te dis, bon, c'est un moyen pour moi de m'exprimer. Je vais aussi faire part de mes combats à travers mon récit, c'est ça? Ouais. Au final, c'est comme tu dis, c'est vraiment en filigrane, c'est petite touche par petite touche. Complètement. Parce que j'avoue que les gens qui me suivent s'attendaient à ce que je fasse une BD sur l'écologie et au final, pas vraiment. Mais oui, moi, j'essaye de vraiment bosser sur des projets engagés au maximum quand je peux. Et c'était mon objectif avec cette BD-là. Ouais. D'ailleurs, à la fin de la bande dessinée, tu mets en avant notamment le projet Jasmine, le mouvement du Nid. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces associations, sur ces collectifs?
Oui, alors je voulais partager un peu des numéros d'aide, de soutien et des organismes qui peuvent aider les gens qui seraient intéressés par ce sujet. Parce que j'avais peur que cette BD puisse être incitative et puisse donner envie à certaines jeunes filles de pratiquer. Ça, c'est un très très bon point. Justement, je voulais l'aborder. Tu pourras nous en dire plus aussi parce que c'est très intéressant. Ouais. En fait, par exemple, il y a eu des films, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans la culture, la pop culture autour de l'image de la prostituée et de la travailleuse du sexe. Et en fait, parfois, ces images peuvent donner envie. Et moi, l'idée, c'était d'absolument pas juger les gens qui pratiquent, mais d'éviter quand même d'inciter parce qu'au final, les chiffres montrent bien que c'est un taf extrêmement dangereux et souvent les gens qui peuvent être attirés par ce travail-là peuvent être vulnérables et donc c'est un peu un nid à violence si on est mal outillé. Du coup cette page de cette postface à la fin avait pour but d'apporter des outils pour les gens qui seraient curieux ou qui sont déjà dans ce milieu. Et donc il y a par exemple le mouvement d'Uni qui est un mouvement qui va surtout aider les gens à sortir de la prostitution. Il y a aussi le syndicat de travailleurs et travailleuses du sexe, le STRAS, qui, lui, est plutôt là pour aider les gens qui pratiquent à essayer à ce que leurs droits soient respectés et à apporter une aide juridique parce que quand on est travailleuse du sexe et qu'on se fait harceler, qu'on a du chantage, qu'on se fait violenter, souvent on va avoir extrêmement de mal à aller porter plainte, à essayer d'avoir justice. Déjà parce que le système judiciaire est très lourd, peut apporter une double victimisation et aussi parce que ces femmes-là, souvent des femmes, vont se dire on va pas me croire et on va leur pouvoir reprocher. utiliser. Bon, vous êtes travailleurs ou travailleuses du sexe, presque vous l'avez mérité. Vous vous êtes mis dans cette situation en fait. C'est ça. Il y a énormément de culpabilité. Déjà, on sait qu'une femme qui se fait violer de base va se sentir coupable alors qu'elle l'a absolument pas cherché. Et alors en plus, quand c'est une travailleuse du sexe, c'est encore pire parce qu'elle se fait rémunérer elle pour ça. l'aurait cherché en fait. Exactement. Elle s'est mise dans la situation. Voilà. Et donc il y a le STRAS qui peut apporter une aide juridique dans ces situations-là. Et il y a le projet Jasmine qui lui, alors moi je n'ai pas testé l'app, je sais pas, mais ça se présente comme une app pour aider à identifier les clients qui peuvent être dangereux et à avoir des alertes pour s'entraider entre travailleuses du sexe. Ça c'est très bien en effet. Et justement je me demande si après cette première bande dessinée, est-ce que tu as d'autres projets à venir, pas forcément que dans la BD? Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités qui commencent à se dessiner. Il y a des discussions quant à peut-être une possible adaptation de la BD en film, en animation peut-être, parce que le trailer a beaucoup donné envie à voir cet univers bouger. Oui, parce que le trailer que vous avez normalement sur le live, et vous avez souligné à quel point il est magnifique, accompagné d'une musique qui est sublime et qui a été faite pour le trailer d'ailleurs. Exactement. La nuit américaine. Que j'ai rencontré en fait en travaillant dans le studio où on faisait le trailer, qui était ami de quelqu'un qui bossait à côté de moi. Et donc on a discuté parce qu'en fait à la base on voulait une autre musique qui a été refusée. C'était censé être Si Maman Si de France Gall avec ses paroles Si Maman tu savais ma vie, qui sont super puissantes, mais malheureusement les ayants droit ont refusé parce que je pense que c'est un sujet qui fait très peur. Et quand c'est pas traité correctement, en fait, les gens peuvent avoir peur du bad buzz et associer un bad buzz à une musique qui est aussi connue telle que celle-ci. Je comprends. On a aussi eu le problème avec d'autres musiques qui sont utilisées dans la BD parce que le personnage chante ou écoute des musiques et à partir du moment où on met des paroles de chansons, en fait, on doit avoir les droits des chanteurs, des compositeurs, de la musique. Et donc, on nous a refusé plusieurs titres. Ah ouais, d'accord. Jusqu'au dernier jour avant l'impression, on a dû faire des changements parce qu'on n'a pas eu les droits à temps. Parce que justement, j'allais y venir aussi. La BD, on parlait de la comparaison entre la BD et les films, le fait d'en faire un film et le fait d'en faire une BD. En fait, la BD, tout ce qui lui manque finalement, c'est le son. Et Raphaël, Sibylline, elle écoute beaucoup de musique. En plus de ça, la préface de la bande dessinée, elle a été écrite par la chanteuse Solane, qui est fantastique et dont j'adore son nouvel album. Je le mets souvent en live. Donc vraiment, je l'adore. C'est super qu'elle ait accepté d'écrire cette préface. Toi, tu as quand même essayé de mettre beaucoup de musique pour rythmer un petit peu le récit?
Oui, et c'est aussi parce qu'il y a des musiques qui m'inspirent parfois quand j'écris, qui ont des paroles incroyables et qui me mettent dans des moods propices à la création. D'ailleurs, pour les curieux sur mon Instagram, sur mon Spotify, si vous tapez Sixtine Dano, j'ai une playlist sibylline où j'ai mis plein de sons un peu en vrac qui moi, m'inspire sur cette BD et qui, je trouve, raconte ces thématiques-là de façon différente, mais tout aussi pertinente. Dont Si Maman Si, dont au final vous n'aviez pas les droits, mais... C'est ça. Voilà. Et des chansons de Solane qui sont incroyables. D'ailleurs, dans la BD, il y a la chanson Narcisse qui est citée. On la voit sur son téléphone quand elle sort dans la rue l'écouter. Et cette chanson, c'est assez dingue parce que c'est celle qui m'a convaincue de demander à Solane de faire la préface. En fait, c'est assez dingue parce que les paroles de cette chanson, c'est quasiment la scène dont on parlait tout à l'heure dans le cabaret. Après, il y a les hommes sur un divan de psychanalyste. En fait, ces paroles-là de cette chanson, c'est presque cette scène qui est décrite. Donc ça m'a... Ah, donc ça colle beaucoup. C'est quel titre t'as dit? Narcisse. Ok. Ouais, qui raconte une femme sur scène avec le regard des hommes sur elle, mais aussi le regard des femmes qui l'envient, qui la jugent. Ah oui, vraiment. Ok, très bien. Bon, lisez Sibylline parce que vraiment la préface, en plus de ça, donc par Solane que vous connaissez sur le live parce que j'en parle souvent. N'hésitez pas à la découvrir. Donc toi, ce projet qui te tenait tant à cœur aujourd'hui de le voir là imprimé dans les mains des gens. En plus de ça, tu disais ta première dédicace, la première fois. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te rend fière? Comment tu te sens? Je suis super émue. Je suis trop heureuse de la voir. Je la trouve très belle. Et je suis super heureuse surtout de l'accueil du public parce que apparemment, elle plaît beaucoup et toutes les critiques et les reviews qu'on a eues jusqu'ici décrivent très bien le message que j'ai voulu faire passer. Et c'était une de mes grandes peurs qui m'a causé beaucoup d'insomnie. C'était que le message soit mal compris. Et donc ça me confirme et me conforte dans le fait que j'ai pas raté à cet objectif. Oui, mais en fait, ça dépeint avec justesse. Comme tu l'as dit, en fait, il n'y a pas de glamourisation, il n'y a pas de victim blaming, comment on peut dire. En fait, et il n'y a pas de la romantisation, de la glorification de ça, parce que ça reste très... Il y a des phases de doute, en fait. Hein. Raphaël, elle n'est pas bien à certains moments. Elle se pose des questions, elle se remet beaucoup en question aussi. Mais d'un autre côté, ça la shame pas, ça ne va pas la rendre honteuse. Et tu ne vas pas non plus traiter le métier de travailleuse du sexe, qui est quand même très controversé encore aujourd'hui, tu le traites avec justesse. Donc, tu as eu des retours, par exemple, de lecteurs ou lectrices travailleurs du sexe ou pas encore? J'attends là. Normalement, les quelques personnes qui ont témoigné vont recevoir leur album bientôt. Mais j'ai pu le faire lire à des professionnels qui travaillent dans des assos et avoir pas mal de retours. Et je pense qu'il va être bien accueilli. Oui, parce qu'en plus de ça, c'est vrai, c'est pas du tout misérabiliste. C'était ça le mot que je cherchais. Merci beaucoup Camille Maillefer. C'est exactement ça. Oui, et en fait, il y a le personnage de Raphaël, mais il y a aussi son amie Leïla. Et ça permet un peu de donner deux perspectives sur cette pratique parce que les deux vont avoir leurs propres expériences et vont finir avec des conséquences un peu différentes. Et l'idée, c'était d'éviter le misérabilisme, d'éviter le voyeurisme, la glamourisation que certains films ont pu avoir fait sur ce sujet-là. Par exemple, dans les témoignages que j'ai eus, il y a quand même une jeune fille qui m'a dit qu'elle avait commencé après avoir vu le film Jeune et jolie. Et donc c'est un peu... moi, ça m'a remué d'apprendre ça et je me suis dit, oula, j'espère que ça ne va pas tenter non plus des jeunes filles. Cette année, il y a eu un film qui traitait du sujet, non? C'est Anora. Anora. Ouais, t'en as pensé quoi, toi? Ouais, je l'ai vu, je me suis dit, j'aurais bien voulu l'avoir fait, celui-là. Oui, j'ai trouvé qu'il était... il était drôle, il était sensible et la conclusion finale, en fait, dit un peu tout. Et il y a toute cette exploitation de l'archétype un peu de la badass, la bad bitch, la fille qui a du pouvoir, qui est belle, qui est sexy et qui l'utilise. Et au final, un dénouement qui apporte plus de justesse à cet archétype et un peu plus de facettes, quoi.
Ouais, mais on me l'a beaucoup conseillé aussi en live. On m'a beaucoup dit d'aller le voir. J'ai pas encore pris le temps de le faire, mais toi, au final, Sibylline, c'était déjà bouclé. Il y a rien de Anora qui est venu influencer exactement. ton récit. Il est sorti bien après. Ouais. Mais tu as eu d'autres influences? Oui, alors il y a un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Une fille facile, avec Zaya dedans, qui est une influenceuse qui joue dedans. Oui. Et je l'ai vu alors que j'étais en train de dessiner le storyboard et je me suis dit il y a beaucoup de similarités et en même temps c'est une toute autre approche et du coup j'étais contente de voir qu'il y avait d'autres films, d'autres œuvres culturelles sur le sujet qui traitaient avec subtilité et complexité ce sujet et réalisés par des femmes. Et tu as réussi à la voir, du coup, Zaya, tu as essayé de lui envoyer un message ou pas du tout? Non, j'ai pas pensé. Ah, ok, c'est vrai. Ouais, elle continue aujourd'hui à faire de l'influence sur son Instagram. Parfois, je la vois en recommandation. Elle a un peu pris un tournant très parisienne chic, etc. Du coup, j'aime bien regarder ce qu'elle fait. Bah, écoute, merci beaucoup Sixtine d'avoir répondu à mes questions. Sixtine Dano, donc autrice de Sibylline, que vous pouvez d'ores et déjà retrouver. C'est sorti le 27, c'est ça? Le 29, il y a 2 jours. Le 29, voilà. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous procurer Sibylline si ça vous tente. D'ailleurs, elle est en Pop Women Sélection. Ça, tu peux nous en dire quelques mots sur le Pop Women Sélection? Oui, alors le 6, 7, 8 mars, si je ne me trompe pas, il y a ce festival autour de la pop culture féministe et voilà, il a été... C'est à Reims, non? C'est ça, c'est à Reims. Ouais, j'ai trop envie d'y aller. Ça a l'air trop bien. Vraiment, c'est la première fois que je vais y aller aussi. J'ai été invitée à faire une table ronde autour du sujet de la Lolita, qui est un sujet hyper intéressant à analyser. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Lolita, c'est un terme qui vient du roman de Nabokov, qui en fait est un roman du point de vue d'un pédophile qui va... kidnapper une jeune fille de 12 ans et la violer et faire un road trip avec elle. Mais en fait, c'est un film, c'est un livre qui a été adapté en film et qui a été énormément décrit. Il a toujours été très polémique. Et toutes les adaptations ont été très polémiques aussi parce que c'était impossible de vraiment retranscrire ce point de vue fantasmé d'un homme pédophile sur une jeune femme, enfin une fillette même. Et du coup, ça a souvent été mis en scène avec des jeunes filles plus âgées, de 14-15 ans. Et donc, la thématique a été très modifiée. D'ailleurs, c'est super intéressant parce que Nabokov avait bien stipulé qu'il ne voulait surtout pas d'images de petites filles sur ses couvertures. Et que s'il devait y avoir une image sur la couverture de son livre, ce serait une photo, une image d'un road trip, une voiture, un ciel bleu, ou alors pas de photo et juste écrit Lolita en lettres noires sur un fond blanc. Et il a fallu 2 ans pour que les éditeurs mais pourquoi ne l'écoutent pas, ils mettent des jeunes filles en couverture. Ils n'arrivaient pas à voir le sujet en face? Qu'en fait, de 12 ans, non, tu es encore enfant, non, c'est pas 16 ans, c'est pas une ado. Tu penses que c'est pour ça? Ça prendrait des heures à analyser ce roman et toute la pop culture qui a suivi dessus, qui a été assez désastreuse. Mais globalement, quand ça a été adapté au cinéma, ils ont voulu... déjà, il fallait que ce soit autorisé, parce qu'à l'époque, la cinématographie américaine était entourée de lois. On ne pouvait pas montrer énormément de choses. Et du coup, ils ont dû trouver des façons de faire. Et donc, par exemple, ils voulaient que les personnages soient mariés. Les jeunes filles étaient toujours beaucoup plus âgées. Alors qu'à la base, c'est vraiment l'histoire d'un pédocriminel. Et qui est horrible. Mais en même temps, Nabokov a une plume magnifique. Et c'est à travers cette plume-là qu'on lit cette histoire. Et du coup, c'est magnifié, glorifié, malgré tous les indices au cours du livre qui montrent que il est conscient lui-même que la jeune fille dont il pense être, dont il est fou amoureux, elle ne vit pas ça du tout de la même façon, quoi. Donc ça, tu vas en parler, il va y avoir une conférence autour de ce sujet. On sera 3 autrices. 3 autrices, donc à Reims, c'est début mars. N'hésitez pas, ne serait-ce que Paris, c'est à 1 heure en TGV de Reims. Donc, faire l'aller-retour dans la journée. Vraiment, n'hésitez pas du tout. Est-ce qu'on a le temps, j'imagine, je crois que le créneau d'après est un petit peu en retard, est-ce qu'on a le temps de faire une dédicace en live? Et si oui, est-ce que c'est possible d'attraper Clara? Et ça te tenterait? Non? Oui, avec trop plaisir, il faut juste que je prenne mon matos dans mon sac. Ok, mais si c'est pas ok, on pourra le faire ensuite. Pour toi, ok, trop bien. Oh, merci, merci beaucoup. Hop, vas-y, va prendre ton matériel, t'inquiète pas. Voilà.
Souci. Très bien. Et ben regardez, Sixtine Dano va nous faire cette magnifique dédicace en live. Je suis trop contente. Moi, j'ai amené ma BD. À chaque fois, j'amène mes coups de cœur. Et je me dis peut-être que si l'occasion se présente, je vais pouvoir la faire dédicacer. Puis j'ai vraiment, vraiment craqué sur ton style de dessin. Qu'est-ce que c'est beau. J'espère que vous avez vu plein de belles planches pendant qu'on discutait aujourd'hui. Et au moins, vous avez la dédicace en live. Je sais que vous aimez particulièrement... quand vous voyez les auteurs et autrices dessiner, bien sûr, prends ton temps, hein, t'inquiète pas, hein, vraiment, aucun souci. Regardez comme c'est beau. Parce que j'ai pas de chance, je fais entre 2 chapitres à chaque fois, voilà. J'aime trop le personnage de Raphaël. J'adore comment... Oh, regardez comme cette planche, elle est belle. Magnifique. Raphaël va faire un stage, justement, on la suit autour d'un stage en Espagne parce qu'elle est étudiante en architecture. Donc forcément, il y a un côté très tranche de vie aussi, au-delà du sujet abordé dans la bande dessinée, qui est très sympathique à suivre et que je sais que vous saurez apprécier. Hop, place à l'artiste. Ça fait un peu peur parce que... Dis-moi. Ça fait un peu peur. Hier, c'était mes premières dédicaces ever de ma vie. Ouais. Et dans l'animation, les gens sont très exigeants sur le niveau de dessin. Et du coup, j'ai cette pression que je m'impose à moi-même de faire des dessins magnifiques. Mais non, vraiment, pas de pression, t'inquiète. Je pense que les gens vont adorer. Aucun souci. Si tu veux poser le micro et le reprendre juste pour parler, c'est tout à fait possible. N'oublie pas, si tu veux ponctuer ce que tu dis, de le reprendre à ce moment-là. En tout cas, les gens dans le chat trouvent ça magnifique. J'ai montré plein de planches. C'est magnifique. Bravo Sixtine et un grand merci à Ultia de mettre la BD à l'honneur. Ben, merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Est-ce que les prix sont précisés à chaque fois? Alors en fait, Sibylline est sortie trop tard pour hypothétiquement être en lice pour un éventuel prix. Vu qu'elle est sortie le 27 janvier. D'ailleurs, vous l'avez vu, mais avec Raphaël Pavard et À mourir entre les bras de ma nourrice. L'année dernière, on l'a eu en interview. Et cette année, ils sont en sélection pour le Fauve Polar. Donc en fait, quand ça sort vraiment à quelques jours du festival, on n'a pas le temps de les mettre en lice pour ce genre de réception de prix. Donc je te le souhaite, mais si Sibylline sera en sélection, ça sera plutôt l'année prochaine, si c'est le cas. En tout cas, hein, on peut pas savoir pour l'instant. J'espère que ça vous a donné envie de lire l'histoire, hein, bien sûr. Ah, elle est là, Titine. J'étais sa première dédicace hier, c'était magnifique. T'inquiète pas, elle dit. Et merci pour ton temps. Bon, trop bien. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de gens. Vous êtes en live sur le chat. D'ailleurs, je vous invite à faire .! Sixtine pour gagner un exemplaire de cette bande dessinée. On essaiera éventuellement de faire dédicacer le plus de bandes dessinées possible pour que vous puissiez le recevoir à la maison. Donc, c'est que ça soit sur le chat de Gléna, donc twitch.tv/Gléna Live, ou sur mon chat à moi, twitch.tv/Ultia. Vous faites Sixtine, vous êtes en lice, il y a un tirage au sort. Une fois le tirage au sort effectué, les modérateurs, modératrices reviendront vers vous pour avoir vos coordonnées. Et comme ça, vous recevrez ce magnifique exemplaire à la maison. Voilà. Et une fois suffit, bien évidemment, Sixtine, n'hésitez pas. Waouh, mais attends, mais tu te trimbales avec... C'est hyper salissant, non? Tu te trimbales avec l'encre de Chine, là? Le pire, c'est vraiment le fusain. Ouais. Mais là, je vais pas le faire. Ouais, tu m'étonnes, ça doit laisser des traces absolument partout. Donc ça, c'est l'encre de Chine. Tu as toujours ton petit ramequin avec toi. Et à gauche, c'est quoi? C'est une gomme mie-de-pain. C'est une gomme qui fait pas de petites pelures. Et c'est super pratique parce que les pelures, c'est relou à enlever. Et ça, parfois, il faut passer la main sur le dessin et ça enlève tout le fusain. Donc c'est une matière qui est très volatile. C'est de la cendre de bois, en fait, le fusain. Du coup, ouais, il faut le fixer avec un spray. C'est pour ça que je peux pas trop le faire là.
Et voilà, un spray que j'ai dû utiliser tous les jours et j'ai peut-être attrapé un cancer avec tous les produits chimiques qu'il y a dedans, je sais pas. J'avoue que c'est ce genre de trucs toxiques avec lesquels tu es en contact tous les jours quand tu dessines. On se demande un petit peu quoi. La gomme mie-de-pain, mais moi elle me donne faim cette gomme, je sais pas comment expliquer, je sais pas, on dirait un mochi au sésame noir genre. Tim il est mort de rire, mais si c'est vrai, elle donne un peu faim genre, on dirait un peu un gros mochi. Ah merci, j'osais pas te demander. J'étais en mode, est-ce que je peux la toucher s'il vous plaît? Malax, le mochi au sésame noir interdit. J'adore, mais il y a des paillettes en plus dedans. C'est hyper fancy. C'est très relaxant. Voilà. Ah là, on adore. J'osais pas. Tu sais, le forbidden snack. Je veux taper un croc dans le mochi interdit. Je veux le faire. Miam miam. C'est un peu anti-stress. C'est très agréable. Ah ouais, trop bien. Bah oui, parce qu'après, en plus de ça, tu passes ta main dessus, t'enlèves tout ce que t'as fait, tu froisses la feuille parce que t'essayes à tout prix d'enlever les plures de gomme. C'est vraiment l'enfer, quoi. Oh, c'est trop beau, je suis trop contente. Et d'ailleurs, je me demandais comment ça se fait que Raphaël, elle est en études d'archi particulièrement. Il y a une raison ou tu as juste voulu choisir un secteur d'études En fait, comme moi j'ai fait des études d'art et que c'est assez similaire, il y a plein de choses en lien, je me suis dit que ça me permettrait d'apporter un peu mes histoires à moi tout en restant assez éloignée pour pas qu'il y ait de gens qui pensent que c'est mon histoire, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Et puis j'ai rencontré aussi des étudiantes en archi pour justement comprendre le milieu, les écoles. Et des retours que j'ai eus, c'est assez réaliste, donc je suis contente. Ah, mais ça, c'est bien. Franchement, tant mieux. Oui, oui, j'imagine que tu voulais pas qu'on pense que tu aies fait une autobiographie un peu avec Sibylline, même si j'imagine qu'il y a de toi dans Raphaël, mais en même temps, il y a de nous toutes dans Raphaël. Je trouve, quand on regarde ce personnage, elle passe par des questions que toutes les adolescentes, et même les adolescents hein, d'un spectre un peu plus large, hein, évidemment, se sont posées. Donc, bien sûr. Alors, Hello Ultia, je ne sais pas si on l'a déjà évoqué, mais quelle est la différence entre une bande dessinée et un roman graphique selon vous? Eh bien, le Moussaillon, c'est une bonne question. En plus de ça, avec Glénat, on a déjà fait une série de live romans graphiques où à chaque fois on posait la question aux auteurs et autrices. Pour vous, c'est quoi la différence entre une bande dessinée et un roman graphique? En général, et après on va demander l'avis de Sixtine, mais moi je trouve qu'en fait c'est la même chose, mais un roman graphique, en fait ça s'affranchit davantage des codes de la BD classique, la BD à papa, le fameux tome Tintin, le fameux tome Spirou, où c'est vraiment, je sais plus, 48 pages je crois, ou 52, je me rappelle plus très bien, mais il y a vraiment un nombre de pages précis, c'est presque un gag, une planche souvent, pas que, hein, bien sûr, alors qu'avec le roman graphique, comme vous pouvez le voir, hein, Sibylline c'est un sacré pavé, hein, donc il y a plus de liberté, il y a aussi souvent des sujets qui vont être un peu traités, des sujets de société un peu nouvelle vague quoi je dirais, et je pense aussi, et on va pas se mentir, c'est aussi une grosse appellation marketing parce qu'ils ont évidemment essayé de faire venir tous ces gens qui se disent que la bande dessinée c'est pas du vrai livre ou que la bande dessinée ça reste du Tintin, du Spirou et c'est très cadré, et du coup voilà, on peut très bien se dire non moi je lis pas de BD, hein, je lis que des romans. Bah là c'est un roman graphique, donc c'est encore autre chose, donc évidemment c'est aussi une appellation marketing, mais j'ai envie de vous dire, moi je trouve qu'on a le droit de jouer le jeu en fait, et si ça permet de faire revenir des gens, le nombre de personnes qui notamment se sont remis à la BD avec des titres comme Peau d'homme qui justement s'affranchissaient des codes de la bande dessinée un petit peu plus classique, bah franchement go quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sixtine? Je pense aussi que ça vient de... Moi, on m'avait dit que ça venait des États-Unis, où il y a vraiment la culture du comics. Et là, le comics, ça va vraiment être des grosses séries et où les dessinateurs, dessinatrices vont se relayer et vont être appelés pour dessiner quelque chose qu'ils n'ont pas forcément écrit eux. Et le roman graphique, c'était donc une sorte d'appellation pour présenter tout ce qui était de la BD qui n'était pas de la série de super-héros, de comics, et qui était plus une œuvre d'auteur, d'autrice, qui avait son propre univers, sa propre proposition graphique et scénaristique, même si
Maintenant, il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent avec des scénaristes, bien sûr. Mais c'était une sorte de proposition unique et souvent one-shot aussi, à l'inverse des séries franco-belges, 47 pages ou des comics. Évidemment, ça c'est historiquement parlant, voilà comment ça a commencé cette distinction, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, tous les replays des Glénat live autour du roman graphique sont disponibles sur ma chaîne Replay, Ultia Replay, mais aussi sur la chaîne YouTube de Glénat. Sixtine, merci, c'est magnifique. Merci. J'adore, vraiment, merci beaucoup. Bah, écoute, je te souhaite une bonne fin de festival. Merci infiniment, c'est vraiment adorable. Je suis très touchée de cette magnifique dédicace dans mon livre. Je suis trop contente. Incroyable. Merci pour ce magnifique ouvrage, mais aussi pour ce magnifique trailer animé qu'on a vu passer, bien sûr, pendant qu'on était en train de discuter toutes les deux, parce que c'est très réussi. Je te souhaite beaucoup de succès avec Sibylline. Un très bon moment aussi au Pop Women Festival du coup à Reims. Là, je pense que ça va être très chouette. Et ouais, plein de bonnes choses pour la suite et bonne fin de festival à toi. Et toi aussi, parce que je sais que tu en as vu des vertes et des pas mûres récemment. On est toutes les deux en procès, mais pas pour la même chose. Et pas du même côté, je pense, sur le banc des accusés. C'est heure de procès. Voilà. Mais vraiment, bravo pour ce que tu fais. J'avoue, je te suivais pas avant parce que je suis pas sur Twitch. Mais après l'annonce de l'interview, beaucoup de gens m'ont parlé de toi et j'ai vu les actualités et je suis très fière d'avoir pu te rencontrer. Oh ben, merci beaucoup, c'est un plaisir qui est très partagé. Bonne fin de festival à toi, merci infiniment Sixtine. C'est Sixtine Dano, n'hésitez pas à vous procurer Sibylline, chronique d'une escort girl aux éditions Glénat. C'est sorti il y a quelques jours et c'est un de mes coups de cœur de cette année, donc n'hésitez pas et foncez avec cette magnifique dédicace.